Bonjour à tous. Donc je vous présente ce travail, cet exposé au nom d'un collectif de chercheurs de l'INRAE, du CNRS et du département santé des forêts. Moi je travaille à l'unité écologie des forêts méditerranéennes de l'INRA d'Avignon et je suis plutôt spécialisé sur les aspects de dynamique de peuplement, croissance, production et sylviculture. Donc vous le savez, il existe 4 espèces de cèdres, donc on va essentiellement parler du cèdre de l'Atlas. Et ici, il n'est pas question de faire un débat, enfin d'exposer pour ou contre le cèdre, mais d'apporter simplement un certain nombre d'éléments objectifs, de connaissances scientifiques pour nourrir ce débat. Beaucoup d'éléments ont été déjà publiés dans 3 numéros spéciaux de la revue Forêt méditerranéenne, auxquels vous pouvez vous référer si vous voulez plus de détails. Voilà, diapo suivante. Donc, évidemment, quand on parle d'espèces alloctones et introduites, on ne peut pas passer sous silence l'histoire de cette introduction. Et puis, on va essayer d'aborder un certain nombre de sujets quand on va évoquer le bilan. Donc, le cèdre est une espèce sur laquelle on a un certain recul, puisqu'il a été introduit il y a 160 ans. Et donc, on va aborder successivement les problèmes d'adaptation, de production, de comportement face au feu, de biodiversité, de santé. On parlera aussi du cèdre dans la société, avec les aspects paysagers, de perception, d'acceptabilité de l'espèce. Et enfin, on terminera par quelques mots sur le changement climatique. Suivante. Donc, du point de vue historique, donc, si les premiers signes du cèdre en France, en fait, date du Crétacé, puisqu'on a retrouvé des cônes fossiles d'un genre Cedrus au Crétacé. Ici, vous avez ensuite un diagramme qui montre, qui s'étend sur les 2 derniers millions d'années. Donc vous avez à gauche la série chronologique, la chronologie, et puis à droite, vous avez un certain nombre de relevés polliniques qui attestent de la présence ou de l'absence du cèdre à ces périodes en question. Donc de gauche à droite, vous avez des relevés polliniques au Maroc, ensuite en mer d'Alboran, qui se trouve près du détroit de Gibraltar, la péninsule ibérique, en France, et puis à droite, 3 relevés en Italie et 3 en Grèce. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la largeur des bandes noires que vous voyez est proportionnelle donc, à l'importance des pollens retrouvés. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est une présence du cèdre jusqu'à environ moins 800 000 ans et puis, en Europe, et puis une disparition du cèdre à l'occasion de l'accentuation des cycles glaciaires interglaciaires, il y a environ moins 500 000 ans, et puis un refuge glaciaire trouvé au sud de la Méditerranée. Alors, diapo suivante, vous avez ici une représentation de l'aire naturelle du cèdre de l'Atlas, donc qui est cantonné, comme vous le savez, en Afrique du Nord, donc au Maroc et en Algérie. Ici, tout ce qui apparaît en noir, ce sont les surfaces de cèdre, donc une aire géographique assez morcelée, particulièrement en Algérie. Alors, la suivante, ici, cerclée en rouge, vous voyez apparaître le peuplement de Créa, dont on pense que les graines qui ont permis de reboiser les forêts françaises ont cette origine, quoi. Voilà, au sud d'Alger, à environ 60 km. Diapo suivante. Alors, d'un point de vue historique et plus près de nous, donc les premiers éléments, c'est il y a eu 4 étapes en gros. Donc une première étape, c'est l'introduction des premiers individus de cèdres, qui étaient des cèdres du Liban en 1734, grâce à Jussieu. Donc quelques exemplaires simplement qui venaient d'Angleterre. Et le premier, il en reste un, qui se trouve au Jardin des Plantes, que vous connaissez sans doute. Alors, une deuxième grande étape dans l'introduction du cèdre de l'Atlas, c'est la colonisation de l'Algérie en 1830.
Et donc, dès 1840, quelques militaires ont introduit du cèdre de l'Atlas dans leurs propriétés boisées, dans des parcs, en 1840. Et puis ensuite, de façon plus importante, le cèdre d'Algérie a été introduit à l'occasion des reboisements RTM, donc particulièrement dans le quart sud-est, par les forestiers, et donc notamment dans le massif du Rialcès, dans le Luberon, au Mont Ventoux et dans les monts de Vaucluse. Et puis, dernière étape, c'est après la guerre, l'extension du cèdre par plantation, essentiellement, un peu aussi par régénération naturelle, donc à l'occasion des opérations d'extension des reboisements par les financements du Fonds forestier national, des financements européens FEOGA, qui ont permis de porter la surface du cèdre à environ 20 000 hectares actuellement. Et vous avez ici la représentation de la distribution du cèdre par département. Vous voyez qu'il est cantonné essentiellement au quart sud-est du pays. Diapo suivante. Donc ici, vous avez une représentation de la dynamique naturelle du cèdre de l'Atlas dans le Luberon en haut à gauche. Alors cette dynamique peut être favorisée par le forestier à l'occasion d'opérations sylvicoles, puisque cette dynamique se fait souvent dans le taillis de chêne. Et à l'occasion donc des coupes de taillis, vous voyez que les cèdres sont préservés. Et donc la diminution de la concurrence fait que le cèdre peut se réinstaller à l'occasion de ces opérations de sylviculture. À droite, vous avez la représentation d'une plantation du Fonds forestier national dans le Gard. Diapo suivante. Alors on aborde les problèmes d'adaptation. Donc le cèdre, comme vous l'avez vu, c'est une espèce qui est originaire donc des moyennes montagnes, des montagnes méditerranéennes d'Afrique du Nord. Et donc on retrouve son aire bioclimatique au nord de la Méditerranée, dans nos montagnes méditerranéennes, à une altitude moindre, bien sûr. Ensuite, d'un point de vue des exigences édaphiques du cèdre, celui-ci peut pousser aussi bien sur roche-mère acide que sur roche-mère calcaire. Par contre, il tient sa faculté de résistance à la sécheresse de sa capacité à puiser l'eau en profondeur et donc à installer son système racinaire en profondeur. Il ne craint pas les sols caillouteux, là comme on le voit à gauche sur une coupe de sol au Mont Ventoux. Par contre, tout ce qui peut faire obstacle à la prospection racinaire en profondeur peut lui être fatal. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans des peuplements sur sol hydromorphe, où le système racinaire du cèdre s'était cantonné dans les horizons superficiels. Ça, c'est à l'arboretum des Barres. Et donc, dès qu'il y a eu la sécheresse en 2003, eh bien, le cèdre a commencé à dépérir. Diapo suivante. Donc, un des marqueurs de l'adaptation du cèdre, c'est sa croissance, sa productivité. Et l'ONF a déterminé 4 classes de fertilité. Et on voit ici que sa production peut ne pas être négligeable du tout, puisqu'elle peut aller de 4 mètres cubes par hectare et par an jusqu'à 16 mètres cubes par hectare et par an, selon la nature du sol et selon le climat, qui va du calcaire, où c'est moins bon sur calcaire et avec des mois secs, notamment dans le Luberon. Là, vous avez un exemple de chaque classe de fertilité à droite avec une photo du peuplement associé, jusque les schistes profonds sur Rialcès, plutôt bien arrosés, sans mois secs, avec une alimentation en eau qui n'est pas limitante et où on constate les meilleures productivités. Quelques mots ensuite sur diapo suivante sur la qualité du bois. Alors, le cèdre est particulièrement apprécié par la durabilité de la partie duraminisée de son bois, qui est la partie sombre que vous voyez sur l'extrémité des grumes, donc qui est un bois réputé imputrescible. Il est valorisable donc notamment par l'utilisation en extérieur. Là, vous avez un bardage en cèdre en bas à droite. Mais ce qui ne l'empêche pas d'être utilisé aussi dans les emplois en structure et notamment en charpente. Alors,
quelques bémols cependant, c'est un bois qui est réputé cassant. Le cèdre a aussi une propension à faire des branches importantes, donc c'est un bois qui peut devenir noueux si les cèdres ont poussé à l'état isolé notamment. Et en ce moment, il y a un projet de certification et de normalisation des sillages de cèdre qui est en cours par la FIBois et le FCBA. Comportement du cèdre face à l'incendie, là sur la diapo suivante. Donc ici, sur une photo aérienne où on voit ici le passage d'un incendie, notamment en haut et à gauche de l'écran. Et vous voyez que le cèdre qui forme ces bandes vert plus claires par rapport aux bandes de pin qui sont en vert plus foncé, on voit que le feu a relativement épargné et a contourné davantage les cèdres qui sont situés donc qui sont en vert clair par rapport au pin. Alors, à quoi tient cette relative bonne résistance des peuplements de cèdre à l'incendie? Essentiellement à deux facteurs. D'une part, du fait de la petite taille des aiguilles, la litière est compacte et donc peu inflammable. Et les peuplements purs et relativement réguliers laissent moins passer la lumière que les peuplements de pin que vous voyez à droite, et dans lesquels le développement du combustible est beaucoup plus important. Voilà. Alors, on verra que pour la biodiversité, c'est plutôt l'inverse. Hein. Pour avoir plus de biodiversité, il faut plutôt avoir des peuplements irréguliers et mélangés. Alors, on aborde ces questions de biodiversité maintenant. Donc, alors, on a un certain recul sur ces aspects-là pour le cèdre. Évidemment, tous les taxons n'ont pas été abordés, mais j'ai fait une petite revue bibliographique des connaissances qui étaient disponibles sur l'effet de l'introduction du cèdre sur la biodiversité. Donc, d'abord sur la flore, là on voit ici quelques relevés qui ont été faits au Mont Ventoux, donc une diversité floristique qui n'est pas négligeable, puisqu'on a retrouvé 81 espèces différentes au total dans la flore. Ensuite, Jacques Blondel a étudié les peuplements d'oiseaux d'un certain nombre de formations forestières pendant plusieurs dizaines d'années, et notamment au Ventoux. Et on voit ici un tableau comparatif du nombre d'espèces et de la densité du nombre d'oiseaux donc, dans ces différents types de peuplement avec l'espèce majoritaire. Et on voit que c'est dans la cédraie du Mont Ventoux que la diversité spécifique est la plus importante par rapport aux autres espèces. Alors, cette diversité de l'avifaune tient à la conjonction de deux facteurs favorables. D'une part, la structure multistrate de cette forêt, puisque ce sont des peuplements inécuyennes, donc irréguliers, et puis aussi la présence d'autres espèces feuillues spontanées qui ont été favorisées par l'implantation du cèdre, hein, le retour d'érables et de sorbiers notamment. Il n'existe toutefois pas de différence statistique entre, du point de vue de la composition donc de cet avifaune, entre les formations de reboisement là, qui apparaissent et puis les îlots, les formations spontanées qui se sont développées au Mont Ventoux. Ensuite, une autre étude a concerné cette fois les coléoptères, et donc on a pu comparer le nombre d'espèces de coléoptères qui ont été récoltées, inventoriées dans 3 peuplements du Maroc et dans 5 peuplements français. On voit que cette biodiversité n'est pas négligeable, puisqu'il y avait 63 espèces en France, 107 au Maroc, avec un certain nombre d'espèces communes, notamment des coccinelles. Et ensuite, j'ai retrouvé une référence aussi sur les nématodes phytophages, où cette fois, on a noté un appauvrissement de la densité et de la diversité spécifique en forêt par rapport au milieu ouvert, et plus sur le cèdre que sur d'autres espèces, et notamment par rapport au peuplement spontané. Voilà, donc une petite diminution donc, de la diversité pour ce groupe taxonomique. Donc il va falloir que je me dépêche. Donc ensuite, alors un focus un peu sur les mycorhizes, puisque sur les champignons, et notamment sur les champignons mycorhiziens. Donc ici, une première étude de Lanier là, qui montre une certaine diversité spécifique. Ensuite, sur plus de peuplements qui ont été inventoriés, un certain nombre d'espèces
qui ne sont pas négligeables. Vous voyez de 15 à 51 espèces de champignons donc dans les peuplements français. Et ensuite, si on se focalise sur les espèces mycorhiziennes, il y a eu donc une revue bibliographique qui a été faite là, avec 60 espèces mycorhiziennes qui ont été notées en France, dont 7 spécifiques et particulièrement ou exclusivement liées au cèdre. Voilà, donc une diversité en matière de champignons qui n'est pas négligeable et qui peut expliquer, notamment par les espèces mycorhiziennes, la réussite d'un certain nombre de reboisements de cèdres en France. Donc vous avez ici la représentation de 4 espèces qui sont spécifiques, particulièrement liées au cèdre, qu'on retrouve en France. Ensuite, alors une biodiversité qui fait un peu plus peur, un peu particulière parce qu'elle concerne les ravageurs, enfin les espèces qui peuvent nuire à la santé des forêts. Donc ici, j'ai récapitulé en fait les espèces qui pouvaient poser problème. Donc en distinguant les espèces qu'on trouve en Afrique du Nord, au Proche-Orient, qu'on retrouve en France, les espèces autochtones qui ont pu se reproduire, se porter secondairement sur cèdre, et enfin les espèces qu'on retrouve, qui sont issues de l'aire d'origine, mais qu'on ne retrouve pas encore en France. Donc à gauche, une chenille tordeuse, là, ensuite, 2 pucerons qui posaient des problèmes sur le cèdre, mais pour lesquels la lutte biologique a relativement bien fonctionné, d'une part avec les coccinelles qui étaient déjà en place, mais aussi un hyperparasite, un parasitoïde, un petit hyménoptère qu'on a introduit en France volontairement pour lutter contre le Cynarial aportei. Et c'est le seul exemple, et même le premier exemple d'introduction de lutte biologique en forêt. Et cet hyperparasite s'est retrouvé 10 ans après en région parisienne. Une cochenille, et enfin un hyménoptère séminifage donc qui se nourrit des graines. Ensuite, originaire du Proche-Orient, un second hyménoptère séminifage qui lui pose un petit peu de problème parce qu'il a un impact sur la régénération en France et qu'il se porte aussi un peu sur sapin, mais beaucoup moins que sur cèdre. Ensuite, les espèces autochtones qui se sont portées sur cèdre, donc la chenille processionnaire du pin, une chenille tordeuse du sapin, un troisième hyménoptère qui se nourrit de graines, et enfin différents scolites. Et ensuite, quelques espèces donc, qui pourraient poser problème si elles venaient en France, parce qu'elles posent des problèmes dans l'aire d'origine, et notamment il y a un bupreste, Phenops marmotani, et puis aussi un hyménoptère défoliateur, qui se trouve au Proche-Orient, notamment au Liban, et qui fait des gros dégâts. Ensuite, donc ici, en matière de champignons pathogènes, maintenant, vous avez alors toutes les espèces qui posent problème en Afrique du Nord sont en France et inversement, mais elles ne posent pas du tout les mêmes problèmes. C'est-à-dire que là, on a une pourriture de cœur par Phelinus chrysoloma qui pose vraiment de gros problèmes en Afrique du Nord, qui se trouve en France, mais qui ne pose pas de problème pour l'instant. Voilà. Je vous ai cité d'autres espèces qui posent problème en Afrique du Nord. Ensuite, donc en France, par contre, ce ne sont pas les mêmes champignons pathogènes qui menacent les espèces françaises, même si ces champignons pathogènes français se trouvent en Afrique du Nord. C'est essentiellement le fomes, la Heterobasignon anosum, et puis les armillaires, voilà, dont il faut se méfier. Voilà. Alors les aspects paysagers, donc le cèdre a été introduit essentiellement pour des aspects paysagers au début, on l'a trouvé essentiellement en parc, donc c'est une espèce qui est relativement appréciée de ce point de vue-là par la variabilité de la couleur de son feuillage et de sa forme. Donc j'ai coutume de dire que c'est le plus feuillu des résineuses, si on peut utiliser cette expression. Donc ensuite, ça a donné lieu donc à l'aménagement de zones touristiques particulières, notamment au Luberon. Voilà, donc c'est très apprécié et très fréquenté par le public. Voilà. Ensuite, s'il me reste un peu de temps pour parler du changement climatique, donc ici à gauche vous avez, voilà, donc à gauche vous avez la répartition du chêne pubescent qui a à peu près la même niche bioclimatique que celle du cèdre, sur laquelle on pourrait s'appuyer si on veut déterminer l'aire potentielle d'introduction du cèdre de l'Atlas d'un point de vue purement climatique. Ensuite, ici, c'est pour vous montrer quelques peuplements qui sont situés en dehors donc, de la zone du chêne pubescent, plutôt en climat océanique, sur lequel on n'a pas tellement de recul. Vous voyez que c'est plutôt dans le nord de la France, sous climat océanique.
les peuplements sont encore jeunes, c'est difficile de pouvoir juger de leur avenir, surtout qu'ils peuvent être sujets justement aux champignons pathogènes dans ces zones dont je parlais avant. Voilà. Je vous remercie de votre attention, ainsi qu'un certain nombre de personnes qui ont concouru de près ou de loin à cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Je remercie François Courbet pour l'exposé qu'il vient de nous faire. François Courbet a été un des acteurs de cette publication de l'association Forêt Méditerranéenne qu'il a cité en commençant. Je voudrais, et je le fais d'autant plus que c'est la présidente de la Société botanique de France qui vient de me passer le micro. Je vais aller très vite. Exprimer un vœu ardent. La Société botanique de France et le Conservatoire botanique méditerranéen ont classé le cèdre de l'Atlas comme une espèce exotique, envahissante et inflammable. Ça nous a beaucoup secoués et dans le prolongement des 3 ouvrages que j'évoquais, nous avons tenu à Quillan une disputatio médiévale à laquelle ont participé François Courbet et Thierry Gauquelin qui est également dans la salle. Et je crois que ce jour-là, nous avons montré que sur une question aussi délicate et pouvant être polémique, on pouvait avoir une discussion apaisée. Et nous avons conclu cette séance par une position partagée. Le cèdre de l'Atlas n'est pas une essence miracle, bien évidemment, mais c'est une essence qui a de vraies qualités, notamment dans la perspective du changement climatique, et qui amènerait à réviser ce classement un petit peu, j'allais dire infamant, Madame la Présidente, en sachant qu'au-delà de l'espèce, il faut penser au peuplement et au mode de gestion. Il ne serait évidemment pas question de faire des plantations homogènes et écuyennes comme pour le Douglas ou pour l'épicéa, mais de rechercher des modes de sylviculture mélangés et irrégulières. À ce moment-là, je crois qu'on pourra dire merci le cèdre. Alors, Madame la Présidente, si vous le voulez bien, engageons la discussion autour de ça. Merci. Yves Posse, retraité forestier. Simplement pour rappeler, et en ayant vu la carte aujourd'hui, que dans les années 1848-1860, avant la loi RTM, il y a eu 2000 hectares de terrains de montagne qui ont été plantés dans le département du Puy-de-Dôme, et avec des essences exotiques divers, et en particulier un peuplement de cèdres qui date donc de avant 1850, pour lequel il subsiste quelques individus. Et de manière extrêmement intéressante dans notre discussion d'aujourd'hui, cet exotique semble avoir été atteint de manière très sévère par un scolite qui vient du peuplement de sapins voisins. C'est ce qui m'a été, je dirais, donné comme soupçon par Bernard Bout, expert cité aujourd'hui. Donc je trouve intéressant d'évoquer, en parlant d'exotiques, qu'il y a d'abord eu 2000 hectares d'exotiques plantés dans le Puy-de-Dôme avant la loi RTM, et ensuite qu'ils sont toujours présents, très peu étudiés, très peu connus, la preuve, et qu'en plus, ils montrent la contamination d'exotiques d'essence à essence, ce qui paraît extrêmement intéressant dans nos réflexions collectives. Merci. Merci pour ces commentaires. Il y a une question. Serge Muller, Muséum, mais c'est une vraie question. Alors, le cèdre de l'Atlas est une espèce exotique en France, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-elle envahissante et dans quel type d'habitat, de votre point de vue, en fonction des travaux que vous avez pu réaliser? Il y a des espèces exotiques qui ne sont pas envahissantes, d'autres qui sont envahissantes. On est bien d'accord là-dessus. Alors, est-elle envahissante? J'ai pas l'impression que vous ayez détaillé cette question dans votre exposé. Oui, mais j'ai pas eu le temps, en fait. Mais autrement, oui. Alors, c'est une histoire de degrés entre l'envahissement, etc. Bon, c'est une espèce qui s'étend naturellement, c'est évident, particulièrement sur calcaire, où la régénération naturelle peut être relativement abondante. Maintenant, c'est une espèce, il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que c'est une espèce dont la maturité sexuelle
en matière de dissémination, hein, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge auquel la régénération donne des semis donc est efficace, c'est 40 ans. Voilà. Donc c'est forcément un phénomène relativement lent. Et voilà, donc à partir de quand on dit que c'est envahissant ou pas envahissant, voilà, il y a une certaine dynamique naturelle, elle est très très progressive. Par exemple, au Mont Ventoux, par régénération naturelle, c'est là où le cèdre c'est le plus étendu naturellement. À partir de quelques dizaines d'hectares, on est à quelques centaines d'hectares maintenant, c'est-à-dire 160 ans après les premières introductions. Et là, c'est encore des peuplements mélangés qu'il y a. Hein. Donc, dans ces quelques centaines d'hectares, ce n'est pas des peuplements purs, quoi. Vous voyez qu'il y a une progression, mais elle est relativement lente quand même.